ABK Matin, l'interview. Docteur Eric Hervé Sacfan, bienvenue dans ce studio et merci de répondre aux questions que nous vous poserons dans le cadre de cet entretien. Mais c'est pourtant obèse, comment l'expliquer? La question se pose avec vous ce jour et nous sommes très curieux de comprendre ce qui pourrait se cacher derrière ce concept. Comment est-ce qu'on peut être mince et être obèse, docteur? C'est un concept que je voudrais vraiment déconstruire aujourd'hui dans la tête de ceux qui nous écoutent. Parce que généralement, c'est des personnes fortes de corpulence qui sont considérées comme obèses. Oui. Parce que les indicateurs, les marqueurs d'obésité sont souvent l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Pourtant, on peut être fort sur le plan corporel, mais ne pas être obèse également. J'aime souvent prendre l'exemple d'un Ngannou. Oui, Francis Ngannou. Qui est costaud, mais il n'est pas obèse. Il a un tas de muscles, pas un tas de graisse. Oui. OK? Maintenant, à l'inverse également, il y en a qui sont minces. Mais lorsque vous voulez passer à des examens, vous constatez que le peu de poids qu'ils ont sont en grande partie la graisse qui est sous-cutanée, qui est dissimulée, qui est stockée. Pire encore, quand ils ne font pas de sport. Parce que dites-vous bien que l'alimentation, c'est une source d'énergie. Oui. Et lorsque vous n'exercez pas, lorsque vous ne permettez pas l'énergie à être déployée, où va cette énergie? Le corps sait stocker ça. Vous êtes pas costaud, mais obèse. D'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil à ceux parlant du diabète. On a bien vu des personnes diabétiques, mais maigres. C'est ce qu'on appelle diabète maigre. Oui. D'où vient le diabète? C'est l'excès d'insuline et l'incapacité du pancréas à produire l'insuline. L'insuline, c'est le sucre. En fait, on a constaté que ceux qui consomment beaucoup de sucre, le sucre, si cette énergie n'est pas déployée, sera stocké. Oui. Et bien souvent, lorsqu'on les passe même aux marqueurs de l'obésité, on se rend compte qu'ils ont ce qu'on va appeler les triglycérides qui sont au-dessus de la norme. Et lorsque c'est au-dessus de la norme, vous êtes déjà sur le terrain de l'obésité, mais non pas l'obésité qui consiste à être identifiée par l'IMC, mais l'obésité qui consiste à être considéré qu'il y a un excès de gras dans votre corps qui ne devrait pas. Est-ce qu'il y a des signes pour justement renseigner ces personnes qui ont l'apparence filiforme mais qui ont des graisses dans l'organisme de ce qu'elles sont obèses? Oui, bien sûr. À vue d'œil, non. Oui. Puisqu'elles sont minces. Elles ont l'avantage que c'est non. pas visible. Ça ressemble aux femmes qui ne sont pas enceintes et qui disent que je n'ai jamais connu d'homme. Parce qu'elles ne sont pas enceintes. Parce qu'on ne voit pas le ventre, on se dit, bon, moi, j'ai le bénéfice du doute. Mais bien qu'il n'y ait pas de ventre, on sait une autre façon de tester la virginité d'une femme à l'hôpital. De même pour les graisses. On connaît une autre façon à l'hôpital sur le plan clinique de tester le taux les marqueurs d'obésité d'un homme. C'est pourquoi, pour le reconnaître à l'œil nu, c'est difficile. Et il faut donc aller consulter pour faire des tests sanguins qui généralement vont déterminer les marqueurs d'obésité. Et en ce moment, on peut déterminer que cette personne est obèse. J'ai reçu cette semaine au cabinet une patiente qui est arrivée. Écoutez, par exemple, les caractéristiques de la patiente. Elle a 1m70. Oui. Elle a 68 kilos. Oui. Qui semble être normal. Tout à fait. Oui. Mais lorsqu'elle passe aux examens, elle est obèse. Elle était choquée lorsqu'on donnait les résultats. Mais pourtant, elle grimpe sur son talon et marche comme une miss à l'apparence. Oui. Mais je lui disais, mais vous avez des miendos à devenir et des bobolos sur le ventre à devenir. Même si vous ne voyez pas pour l'instant, des graisses sont tapissées dans vos cellules. Et si vous ne prenez pas la peine tout de suite de l'expulser, vous serez juste surpris quand ça sera manifeste. Mais au moment où ça se manifeste, ce n'est que la fin du parcours. Parce qu'au début du parcours, bien entendu, il y a des graisses que vous n'avez pas pu identifier très tôt et manger comme d'habitude, malheureusement. D'accord. Donc, et lorsqu'on a donc décelé ces graisses qui sont dans notre organisme, malgré notre apparence filiforme, qu'est-ce qui doit être fait pour les expulser, docteur? Ou bien à quoi même cela est déjà dû? À quoi est-ce que cela est déjà dû, ces graisses qui ne sont pas visibles? Est-ce que c'est la constitution? Bon, là, c'est une autre question. Est-ce que c'est votre constitution
organique qui fait en sorte que ces graisses ne soient pas visibles? Est-ce que c'est héréditaire? Pourquoi est-ce que chez vous, c'est pas visible alors que chez d'autres, c'est visible qu'ils sont obèses? C'est vrai que l'humain est une machine extraordinaire. Il n'y a vraiment pas de science absolue en ce qui concerne l'humain. Oui. Parce que les patients changent. Ce qui est vrai pour X peut ne pas être vrai pour l'autre. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a toujours des marges de manœuvre. Même quand on parle d'obésité, on va dire, si ton IMC est supérieur à 25, tu es en surpoids. Si c'est supérieur à 30, tu es obèse. Si c'est supérieur à 40, tu es en obésité morbide. En fait, on n'a pas de valeur exacte. On met des marges. Oui. Ce que je vais dire ici n'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais de manière générale, ça s'applique à la majorité. Il y a des indices qui peuvent te permettre d'identifier que je cours le risque d'être obèse, même si je suis mince. Oui. La sédentarité. Mais lorsque vous n'êtes pas en acte, l'homme est un être essentiellement mobile. D'ailleurs, j'aime à le dire, la prison consiste à t'empêcher d'être mobile. Lorsque tu es sédentaire en continu, tu es en prison. Et quand on dit en prison, pas de détérioration. Celui qui est sédentaire et qui s'alimente normalement court le risque d'être effectivement obèse, même si à l'apparence, il n'est pas gros. Oui. D'un. De deux, la qualité des aliments que vous consommez. L'excès de sucre. Oui. Les glucoses. Il y en a qui déjeunent au petit déjeuner, qui prennent au petit déjeuner du sucré, du salé. Oui. Et du gras. D'ailleurs, beignet haricot bouilli. Beignet haricot bouilli. Maintenant, on en ajoute même. On met un peu le lait dans la bouillie pour que ça soit lourd. D'accord. Le sucre ne suffit pas. On trempe le sucre à côté pour appuyer le beignet avec. Oui. On mange tellement sucré que si notre corps nous parlait, c'est qu'à chaque bouchée, le corps dirait au secours. Au secours. Parce que nous devenons nous-mêmes notre propre bourreau. L'alimentation est tellement modifiée et ce qui peut entraîner aujourd'hui des maladies. Le monde est devenu un laboratoire de fabrication de maladies. Oui. Malheureusement. Et ce, sans faire d'effort. L'homme est devenu lui-même son propre bourreau. Oui. Il y a un patient qui est arrivé au cabinet et qui m'a dit, docteur, quand on vous écoute, on a peur. Je lui ai dit, c'est faux, vous n'avez pas peur. Si vous avez peur, vous ne continuerez pas à regarder le pot avec autant d'affection. Vous ne continuerez pas à regarder le beignet haricot avec autant d'affection. Quand on a peur, on est prudent. Les hommes veulent écouter les choses qui leur plaisent, mais sont incapables de prendre la décision de faire ce qui est juste pour eux. Oui. Ce n'est pas la peur. Vous êtes au-delà de la peur. En réalité, je dirais même qu'on est presque mort, inerte, sans le savoir. Voici les marqueurs qui indiquent l'obésité. Oui. Il y a certes la sédentarité, il y a la mauvaise alimentation. Oui. Il y a aussi un type d'aliment, les glucides, c'est-à-dire les sucres lents. Oui. Aussi dangereux que les sucres rapides. Parfois, on va dire non, les sucres lents sont meilleurs parce qu'ils contiennent l'énergie dans la durée. Les sucres rapides, il faut les éviter parce que c'est en carreau, mais aussi dangereux parce que dans le sang, quand ils sont pauvres en fibres, ils se transforment immédiatement en sucre dans le sang et le pic de glycémie est rapide derrière. Regardons un peu lorsqu'on passe quelqu'un à un check-up à Révis, comme on a l'habitude de faire, il y a le coefficient de métabolisme lipidique qui est très important pour pouvoir identifier le taux d'obésité d'un homme. Il y a le coefficient de coloration des tissus adipeux. Il y a le coefficient de noyau hypothalamus. Bien sûr, il y a la teneur en triglycérides. Il y a également l'augmentation de l'insuline. Et on va constater que l'augmentation de l'insuline est due généralement à la quantité de sucre que nous ingérons après digestion. Et vous avez parlé des sucres lents qu'on peut retrouver dans quel type d'aliments? La patate. Oui. Sucre lent. Le manioc. Le manioc. Oui. On va également suivre le sucre lent dans les céréales. Oui. Et le pain, le spaghetti, c'est des sucres lents. Oui. Et la bouillie. La bouillie est une catastrophe en termes de sucre. Parce que la bouillie en elle-même, lorsqu'elle est digérée, elle se transforme en sucre. Mais la plupart des personnes ne prennent pas la bouillie sans sucrer. On sucre toujours. On améliore le goût et on détruit la santé. Parfois sans le savoir. Donc, ce sont des exemples d'aliments qui contiennent des sucres lents, docteur. Oui, bien sûr. Éric Hervé Sacfon, quelles sont les manifestations de cette obésité lorsque nous sommes en obésité? Comment est-ce que ça se manifeste dans notre organisme? Si ceci pouvait vous faire peur et vous aider
Dites-nous. Je serais très content. Oui, dites-nous, docteur. Mais la vérité, c'est que même quand je finis ici, Didier, et que je vais dans la ville, là, pour ceux qui me reconnaissent, ah, c'est toi qui dis qu'on mange mal, hein? C'est pour ceux qui me reconnaissent. Donc, en fait, ils s'en foutent un peu. Il faut quand même enseigner. Oui, docteur, faites votre part. Pour que ce que je dis aujourd'hui serve de témoignage pour ceux qui peuvent prendre. Faites attention. Le risque, c'est le diabète. Fifi, tu ne peux pas imaginer à quel point le diabète torture les humains au quotidien. Parfois, on ne mesure l'ampleur, la douleur d'une pathologie que lorsqu'on la vit. Oui. Mais si on attend de vivre pour mesurer l'ampleur, ce qu'on a été sourd au moment où on écoutait encore, il est mieux d'écouter et de prévenir. Le diabète est l'une des conséquences d'un taux de sucre mal géré, un taux de graisse mal géré et d'une obésité latente, même si à l'apparence vous n'êtes pas gros. C'est pourquoi il faut faire des contrôles régulièrement. Il faut faire des check-ups, surtout quand on atteint un certain âge. L'âge où on n'est plus très agile. Cet âge, c'est quel âge? 40 ans. Oui. À 40 ans, vraiment, moi qui ai dépassé déjà la quarantaine depuis, je ne cours plus. Oui. Si je me lève, c'est pour atteindre un objectif. C'est-à-dire je ne me balade plus pour rien. Oui. Parce que quand on est mature, on prend le temps de réfléchir avant d'agir. Par conséquent, on réduit son activité. Et quand on réduit l'activité physique, on est propice à avoir des pathologies liées à la sédentarité, liées à l'alimentation, surtout que même le corps aussi ne digère pas ou alors n'élimine pas les déchets avec facilité comme au départ, parce que le métabolisme a changé, on a vieilli. Les organes également ont vieilli. Tout à fait. Il faut être très discipliné à un certain âge. À partir de 40 ans, prenez votre santé vraiment, vraiment en main. Oui. Et cela passe par votre plat. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler encore. Parce que lorsque vous échappez le contrôle de votre plat et que vous atterrissez dans un centre médical, ça ne dépend plus de vous. Tout à fait. Ça dépend du médecin qui est en face. Oui. Et qui peut décider de vous mettre dans le corps ce qui juge bon pour vous, même si ça ne vous plaît pas. Mais quand on va arriver dans mon cabinet et que je vais dire non, ne mange plus ça, mange ça, il dit ce n'est pas bon. Ce que tu n'as n'est même pas bon dans la bouche. Il dit pendant que tu peux encore décider de ce qui est bon, fais le nyanga. Attends quand tu seras couché et que tu ne peux plus décider. On va te mettre au corps ce que tu n'aimes pas. Il est bien de prévenir plutôt que de guérir. Et la prévention passe par notre plat. La prévention passe par notre plat et vous allez justement préciser quels sont ces aliments qu'il est conseillé de consommer et quelle est l'hygiène de vie que les uns et les autres doivent adopter à partir de 40 ans précisément. Mais avant, c'est toujours possible de commencer à faire attention à ce qui va entrer dans notre bouche et la manière dont on mène notre vie au quotidien. Il y a un docteur Ndimi, qui a écrit un livre où le livre c'est « La santé passe par la main ». Mangeons ce que nous pouvons recueillir dans le sol par la main. Ça va mieux nous aider à gérer notre incapacité notre capacité à expulser facilement le sucre. Donc c'est tout ce qui est sorti de terre qu'on devrait pouvoir manger. Oui, c'est meilleur que ce qui est transformé. Parce que dans la transformation, on calcule le goût, on calcule le visuel, on calcule la stabilité, on calcule tout un tas de choses qui ne tiennent pas toujours compte de notre santé. Ok, Fifi? Oui. Donc mangeons le plus naturel possible. Mais une chose que je voudrais dire aux professionnels qui m'écoutent, ne croyons pas toujours que même dans ce qui est sain, tout est bon. Oui. Pas toujours. Là, il faut savoir jauger les quantités. Oui. Parce qu'on devrait, on devrait mesurer tout ce qu'on mange. Absolument. Il y en a qui mangent jusqu'à se rassasier. S'ils ne sont pas rassasiés, ils continuent. D'autres même se rassasient, ils continuent. Et ils vont dormir avec le dos. Parce qu'ils sont incapables de mettre le ventre sur le On ne veut pas jeter la quantité de nourriture qui a été servie. C'est sans dire qu'on respecte celle qui a préparé. Oui, bien sûr, docteur. C'est mauvais de respecter la personne qui vous sert à manger, qui a préparé. Et on peut mesurer avec les yeux, non, docteur? C'est l'organe le plus faible du corps, les yeux. Ils sont souvent plus gros que le ventre. Ah, ça, Didier. Et nous amènent souvent très loin. Hein? Docteur, vous avez la question de Samuel Tonkam, qui est un auditeur de ABK Radio, qui se trouve aux États-Unis. Tubercule de manioc cru dans sa salade ou cuit pour une sauce. Il pose la question parce que vous avez parlé des tubercules de manioc comme contenant des sucres lents. Est-ce qu'il est recommandé de les consommer crus ou alors de les consommer cuits? Maintenant, il faut identifier le manioc parce que le manioc est une plante délicate. Oui. Si je prends l'exemple du Cameroun, il y a le manioc rouge, il y a le manioc blanc. Oui. Le manioc blanc, vous ne le touchez pas cru parce qu'il a un tas de poisons à l'intérieur. Parfois, c'est le processus de trempage qui permet de neutraliser ce poison-là. Et si vous le prenez cru, vous courez le risque vous-même de vous intoxiquer. Tout à fait. Le manioc cuit, par contre, oui, on peut le prendre cru.
parce que ça se mange cru. J'en ai mangé lorsque j'étais petit. Oui, donc il faut identifier la qualité du manioc et même l'environnement où c'est produit. Il y a des plantes qui ne jouissent pas de toutes les valeurs dont elles devraient en fonction de la zone où on l'a mise. Mais pour certaines plantes, il est mieux de cuire. Oui. Pour certaines. Si je prends l'exemple le melon, lui, il est mieux cru. Vraiment cru. Ah, le melon, cru. Il faut le manger cru. Excellent cru. Oui. Autant que la pastèque, par exemple, c'est cru. Vous n'allez pas aller cuire votre pastèque. Non, mais c'est un fruit. Par contre, le melon, c'est un légume, docteur. Et puis, en anglais, la pastèque, c'est watermelon. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le melon. C'est la même famille. Je vous rappelle, chaque fois que vous avez exposé votre melon à une température de plus de 40 degrés, vous avez détruit plus de 70% de ses valeurs curatives. Parce que le melon peut régler les problèmes d'insuffisance rénale. Les pépins surtout. Oui. Excellent. Donc, il faut les croquer, manger avec leurs pépins et manger cru. Nous le donnons au cabinet aux patients comme salade. Râpé? Magnifique, Fifi. Bien assaisonné avec un peu d'ail cru, d'oignon. C'est un délice. Peut-être pas dans la bouche, mais un remède efficace pour votre corps. Donc, pour répondre à Samuel Tankon qui est de l'autre côté, il faut pouvoir identifier la qualité du manioc avant de courir le risque de le prendre cru. Une autre question d'un auditeur, Ben Diki, qui pose la question. En fait, il vous pose la question de savoir ce que vous pensez de la créatine monohydrate. Bien, c'est très important. Il faut le consommer si c'est possible, mais avec modération. En ce moment, je dis toujours que parfois même des poisons en petite quantité peuvent être nocifs, mais si on sait les gérer, le corps peut et le corps connaît expulser ces toxines et ces molécules sans qu'on ne puisse en souffrir. Oui. Donc ça, c'est pour répondre à notre auditeur Ben Diki. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions sur Abeka-Matin. Grâce à vous, on a pu découvrir qu'on peut être mince et obèse. Ça, c'est une découverte que de nombreux auditeurs ont sans doute fait grâce à vous. Merci. Et pour ceux qui voudraient bien bénéficier de vos services, ils peuvent vous contacter au numéro de téléphone 677 22 63 98 677 22 63 98. Je finis. 677 22 63 98 par WhatsApp, c'est mieux. Oui. Ou se rendre à Révi, qui est à Makepe, bloc C, entrée Copacabana. Merci docteur. C'était le docteur Eric Hervé Sacfo, invité de Sidonie Fika. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradio-officiel.com.